Donc, on parle de changement climatique, qu'il y a un réchauffement planétaire, mais d'où vient cette énergie qui, selon ce qu'on entend dans les nouvelles, fait monter les chaleurs globales? Donc, ça, c'est ce que nous allons répondre aujourd'hui. Mon nom est Alain Faber, j'enseigne les sciences pour plus de 25 ans et donc je suis ici pour répondre pour vous à certaines questions. Je suis bien sûr ici le cours de 10e année de sciences en Ontario. Par contre, c'est des sujets qui peuvent vous intéresser. Alors, lorsque nous parlons d'énergie sur notre petite planète, nous parlons de ceci. Donc, voyons voir si je peux faire cela. Très bien. La plus grande source d'énergie que nous avons sur notre planète, c'est le Soleil. Donc, le Soleil est là depuis des milliards d'années. Notre planète est là depuis des milliards d'années. Donc, comment se fait-il qu'il y a des fluctuations comme nous avons maintenant? Donc, le Soleil n'a pas vraiment changé. Je sais qu'il y a des petits cycles de taches solaires, mais tout de même, la chaleur arrive sur notre planète. Donc, comment se fait-il qu'on a ces changements climatiques? Et c'est comme ça qu'on va regarder aujourd'hui. Très bien. Donc, première chose intéressante, il faut se rappeler que notre planète Terre, ici, est sur un axe de rotation d'à peu près 23,5 degrés. Ça veut dire qu'il y a des endroits sur la planète, si nous avons le Soleil qui est ici à gauche et qui projette vers la droite, nous avons ici pour ce moment, à la partie de l'hémisphère sud, une plus grande quantité de chaleur qui arrive que la partie du nord ici. Si on prend la partie ici, ça c'est lorsque nous sommes un axe opposé, sachant qu'il y a le Soleil qui vient vers nous, l'équateur a toujours le plus de chaleur, tandis que si on s'éloigne, on va au pôle nord et au pôle sud, il y a moins d'énergie directe qui arrive. Et c'est pour ça qu'on a nos calottes glaciaires. Mais comment est-ce que se propage cette énergie? Donc, il y a trois grands types de façons que c'est transféré. Le premier, c'est les rayonnements. Donc ça ici, qu'est-ce que se passe? C'est lorsqu'on a le Soleil qui est dans l'espace, par le rayonnement électromagnétique, la chaleur et les rayons viennent vers nous. Ces rayons sont captés dans l'atmosphère, sont captés par l'eau, par les sols et on peut même sentir. Donc si on va à l'extérieur et on passe une journée à l'extérieur, on peut sentir les rayons du soleil sur notre peau. Alors, des fois, ça picote un petit peu, surtout lorsqu'on considère les rayons ultraviolets. Maintenant, le deuxième, c'est la conduction. La conduction, c'est lorsqu'on a de l'énergie qui entre en contact avec une matière et parce que la matière se touche, qu'est-ce qui arrive? C'est que les atomes sont excités et excitent les atomes qui sont plus loin. C'est la même façon, par exemple, que si vous avez une fourchette, par exemple, et vous faites des œufs, si vous laissez la fourchette sur la poêle, la fourchette est à la température de la pièce, mais si on la met sur la poêle, c'est chaud à la poêle, la fourchette devient chaude et éventuellement, on a le manche de la fourchette qui devient chaud aussi. Donc ça, c'est à considérer. Une autre façon, si on va à la plage et on se tient sur le sable sur la plage, s'il fait un grand soleil, le sable est très chaud. Par contre, si on fait un petit trou, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on peut remarquer qu'après 10 cm, le sol est frais, il est plus froid, il y a plus d'humidité et donc ça va. La raison, c'est que sur 10 cm, il y a l'énergie du soleil qui arrive à la surface qui fait que c'est très chaud, mais la conduction n'est pas très efficace. C'est pour ça qu'après 10 cm, c'est plus frais. Une autre façon que la chaleur est transportée, c'est la convection. Donc, la convection de chaleur, qu'est-ce que c'est? C'est que si on a un endroit où il fait plus chaud, nous avons des molécules qui bougent un peu plus, il y a une expansion, la masse volumique descend et donc cette matière a tendance à monter vers le haut. C'est le principe des montgolfières. Et lorsque cette matière arrive en hauteur, parce qu'il y a la gravité, on ne peut pas monter pour toujours et donc on se retrouve à avoir une barrière. Mais puisqu'il y a de la matière qui a monté, il y a de la matière qui veut prendre la place ici de cette matière. Et donc, on se retrouve avec des cellules de convection. Les cellules de convection, on peut les avoir, par exemple, dans l'atmosphère. C'est la raison pourquoi que nous avons, par exemple, les vents.
Donc, il y a les petits vents qui arrivent lorsqu'on est au parc, mais les grands vents à l'échelle planétaire que nous allons parler dans les vidéos qui vont venir. Il y a bien sûr ceci dans l'eau aussi. S'il y a il y a un océan, par exemple, on a les océans qui sont marins et ça permet de pouvoir faire le transport de l'eau. À petite échelle, si vous faites de la soupe, et ici on pense à une casserole, lorsqu'on fait bouillir l'eau, on a l'eau chaude qui va monter à la surface et créer un bouillonnement qui permet à l'ensemble de la soupe ou de la recette de bien se faire. Donc ça, c'est les trois grandes façons que l'énergie peut arriver. Très bien. Maintenant, dans le manuel, on mentionne qu'il y a ce qu'on appelle des boucles de rétroaction. Donc, je dois écrire ça pour vous. Une boucle de Alors, une boucle de rétroaction, en anglais, on appelle ça un feedback loop. Et ça ici, qu'est-ce que c'est? C'est comme un cycle. Donc, si moi je fais cela, très bien. Alors, ici, pourquoi est-ce que les boucles de rétroaction sont importantes? C'est que ça permet de pouvoir faire une augmentation d'une situation qui peut arriver. Voyons voir. Si nous avons, par exemple, la température qui augmente dans l'atmosphère, par exemple, qu'est-ce qu'il peut arriver? C'est qu'il peut y avoir les glaces qui fondent. Donc, les glaces, par exemple, les calottes glaciaires. Mais puisque les calottes glaciaires vont fondre, il y a une baisse de l'albédo. Et l'albédo ici, qu'est-ce que c'est? C'est la propriété de réfléchir la lumière. Donc, si vous faites du ski et vous savez que vous allez jouer dehors durant l'hiver, notre visage bronze beaucoup plus rapidement parce qu'il y a l'énergie qui arrive du soleil et l'énergie du soleil qui réfléchit sur la neige blanche et vient à notre visage. Donc, notre visage est 2 fois plus en contact avec l'énergie du soleil. Donc, s'il y a une baisse d'albédo, il y a moins de réflexion, ça veut dire que l'énergie est absorbée par la planète. Chose intéressante, ça veut dire que la température de la planète augmente, qui fait fondre les glaces plus, qui fait baisser l'albédo, température. Donc ça ici, on appelle ça une boucle de rétroaction positive. C'est positif parce que plus ça arrive comme ceci, plus ça fonctionne bien. Je vais donner un exemple. Je fais souvent ça avec ma classe. Disons que vous allez à l'école. Vous allez à l'école un matin et vous êtes, je ne sais pas, vous savez qu'il y a un petit quiz qui a lieu dans la classe de sciences. Donc, il peut y avoir un certain stress. Il y a un petit quiz, vous allez à l'école, c'est stressant un petit peu, mais lorsque vous avez parlé à vos amis, qu'est-ce qui arrive? C'est que vos amis disent, ce n'est pas un quiz, c'est un test d'unité qui vaut peut-être le quart de la note finale. Donc, le petit stress devient encore plus stressant. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que plus vous en parlez avec d'autres amis, plus les personnes sont stressées et donc on se retrouve avec ici une boucle où plus on en parle, plus le stress entre les amis augmente. Ça, c'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive. Il y a aussi ce qu'on appelle des boucles de rétroaction négatives. Donc, voyons voir. Nous avons la température qui augmente, comme ceci. Donc, s'il y a la température qui augmente, chose intéressante, il y a une augmentation de l'évaporation. S'il y a une augmentation d'évaporation, ça veut dire qu'il y a plus de pluie. S'il y a plus de pluie, il y a plus de plantes, comme ceci. Et s'il y a plus de plantes, il y a plus de photosynthèse. Synthèse. Oups. Et chose intéressante, s'il y a plus de photosynthèse, voilà,
il y a une diminution du CO2 dans l'atmosphère. Mais chose intéressante, s'il y a une diminution du CO2 dans l'atmosphère, conséquence, la température va descendre sur la planète parce qu'il n'y a plus ce gaz à effet de serre. Donc, on peut voir qu'ici, une boucle de rétroaction positive, il y a une augmentation de plus en plus, tandis que lorsque c'est une boucle de rétroaction qui est négative, on pourrait penser qu'il y a une boucle qui peut accélérer les choses, mais le fait d'augmenter la photosynthèse permet de baisser la température. Donc, notre environnement sur la planète est un mélange de l'ensemble des boucles de rétroaction qui peuvent exister. C'est pour ça que lorsqu'on dit « Ah, on va régler cette idée de réchauffement planétaire, on va essayer de changer les climats pour que ça soit mieux à certains endroits que d'autres. » C'est pas très facile parce qu'il y a des centaines et des centaines de boucles de rétroaction qui existent, dépendant où on est, dépendant des latitudes, dépendant de la géographie physique. Il y a plein de choses à considérer. C'est pour ça que lorsqu'on parle de climat, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Et lorsqu'on parle de boucles de rétroaction négative, faisons une analogie parce que j'aime les analogies. Disons que vous arrivez à l'école, vous savez que vous avez un petit quiz, chose intéressante, un petit peu de stress. Vous parlez à des amis, et les amis disent « Oh, ce n'est pas un quiz, c'est un test qui vaut le quart de la note. » Vous parlez à une autre amie qui, elle aussi, est stressée. Et donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que le stress augmente et augmente jusqu'à ce que vous arrivez pour voir votre meilleur ami. Et votre meilleur ami vous met une main sur l'épaule et vous dit « Tu vas être correct. » Ou arrive et vous donne un gros câlin et vous dit « Je suis là, tu vas être correct. » Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que le stress initial ici s'évapore parce qu'on a un ami qui nous aide. C'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction négative, parce que même si le stress semblait augmenter, il y a un moyen de quitter et d'ouvrir la boucle pour éviter que ça devienne pire. Donc ça, c'est intéressant comme idée ici. Voilà. C'est bon. L'autre chose à considérer, voyons voir, on a parlé de ça. Voilà. Donc, chose intéressante lorsqu'on parle... Oups, je devrais vous montrer ça. Donc, lorsqu'on parle... Je ne sais pas si je peux mettre ça un petit peu plus grand. Ça vaudrait-tu la peine un petit peu? Pourquoi pas? On ne peut pas bouger beaucoup. Donc, chose à considérer, si nous avons ici l'évaporation et de la chaleur autour de la planète, il y a comment je peux dire ça? Le déplacement de l'air dans l'atmosphère change parce qu'il y a le rayonnement de l'énergie du soleil qui arrive vers nous, il y a le réchauffement des molécules de l'atmosphère par la conduction, mais à cause de la convection, il y a des changements qui arrivent, des changements qui sont à grande échelle même. Donc ici, si nous sommes à l'équateur, c'est le plus chaud, nous avons de l'air qui monte vers l'espace. Mais puisqu'il y a la gravité, l'air ne peut pas rester ici pour toujours, donc finit par se recourber. Mais puisque l'air arrive dans l'espace, qu'elle refroidit, éventuellement, elle va redescendre. Donc, on a ici ce qu'on appelle une cellule de convection au nord et au sud de notre équateur. Une chose intéressante, c'est que si nous parlons de du pôle nord ici, puisque c'est très froid, l'air descend. Mais lorsque l'air arrive près de la planète, va descendre ici, parce qu'il n'y a pas de place où aller. Mais plus l'air descend vers le sud, plus l'air va réchauffer, donc éventuellement, il va vouloir monter. Donc, on a ici une cellule qu'on appelle une cellule polaire, et cette cellule est une cellule de convection. Et ceci fait qu'on a une cellule même entre les deux. Donc, on a des grandes cellules de déplacement de l'atmosphère. Voyons voir si je peux trouver. Donc ça ici, c'est une compilation de ce qui se passe dans l'atmosphère sur notre planète. Je vais mettre un lien dans la section commentaires en bas. Et je comprends que c'est une vidéo qui est un petit peu plus longue, mais c'est important, c'est à la base de ce qui se passe sur notre planète. Donc, puisque
nous avons, je vais faire un exemple un petit peu plus grand ici, puisque nous avons ici notre planète qui tourne comme cela, qu'est-ce qui arrive? C'est que la planète est solide et liquide et tourne, mais on a une atmosphère qui est gazeuse. Ça veut dire que la planète tourne, mais par la friction, l'atmosphère va suivre. Mais puisque l'atmosphère est un gaz, va suivre un peu à rebours un petit peu. Ça veut dire que si nous retournons sur la petite vidéo ici, la Terre, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle bouge et en bougeant, permet de faire, alors elle bouge de cette façon-ci, et lorsque la Terre bouge de ce côté-ci, c'est comme si l'atmosphère restait sur place et était entraînée un petit peu après. Conséquence de ceci, on a ici les grandes alizés qu'on a ici le long de l'équateur. Donc ici, on peut voir, on est dans le mois d'avril, on a ici notre évaporation. Ce que nous pouvons voir au nord et au sud, ce sont ces vents avec des poussières qui est dans l'atmosphère, avec peut-être un peu de nuages, pour aider bien sûr avec ce que l'on peut voir. Donc ici, on peut voir que le long de l'équateur, ici, on peut voir qu'il y a des grands remous. L'année passée, il y a eu des grandes moussons qui ont lieu ici à Madagascar. Dans le mois de mai, ça arrive. Si on arrive à la fin de l'été, donc ici, on est dans le mois d'août, on peut voir ici ces cyclones qui ont lieu ici pour l'Asie. Donc, on a ici le pôle Nord, il y a une cellule de convection qui est ici jusqu'à peu près 30 degrés. Et bien sûr, ça affecte la partie du Nord. On peut voir qu'il y a un certain vent qui va ici de gauche vers la droite. C'est pour ça que si on est à Toronto ici et on veut aller à Paris, ça prend peut-être 7 heures, 7h30, même des fois un petit peu moins. Par contre, si on part de Paris et on veut aller à Toronto, ça peut prendre jusqu'à 8 heures et même plus, parce qu'on est un peu comme à contre-vent ici. Donc, on est dans le mois, je vais peut-être le mettre encore avec le mois de septembre. On peut voir ici que dans l'Atlantique, nous avons ici ce qui forme un peu comme des ouragans qui commencent. Ceux-ci vont arriver ici et vont monter habituellement dans l'est des États-Unis. Présentement, nous avons, alors dans le mois d'août 2023, il y a ici un ouragan Hilary qui s'est formé ici et qui finit par monter. La raison pourquoi c'est rare qu'il y ait des ouragans ici, c'est que lorsque l'eau est évaporée, l'évaporation donne de l'énergie aux ouragans. Donc habituellement, lorsqu'elle passe par-dessus la Terre, il y a beaucoup moins d'énergie. Et donc, les ouragans ont besoin de tout le Pacifique pour recommencer à avoir de l'énergie. Ça veut dire qu'ici, il y avait moins d'ouragans. Par contre, celle-ci a comme réussi à passer par-dessus et monte maintenant par les États-Unis. Je trouve que c'est une façon fantastique de voir comment est-ce que les cellules de convection et les grands vents sont créés ici et ça change comment est-ce que ça fonctionne sur la planète. Autre chose à considérer, je ne sais pas si vous remarquez que, alors, j'ai mentionné que l'air va de droite vers la gauche. On peut voir ici la même chose de droite vers la gauche. Et qu'est-ce qui arrive ici, c'est que lorsque les vents, il y a ce qu'on appelle l'effet El Niño et la Niña. Est-ce que ça fait partie du même chapitre ici? Oui. Donc, lorsque tout va bien, il y a des vents qui poussent les eaux chaudes de surface vers l'ouest. Donc, il y a une certaine quantité d'eau tiède qui est ici à la partie nord de l'Amérique du Sud. Et cette eau tiède affecte les températures de l'Amérique du Nord. Maintenant, lorsqu'il y a El Niño, qu'est-ce qui arrive? C'est que les vents sont moins forts. Donc, il y a moins de... voyons, juste m'assurer que l'année normale est comme ceci, El Niño. Lorsqu'il y a El Niño, les vents sont moins forts. Ça veut dire que l'eau est moins poussée. Donc, on se retrouve avec de l'eau beaucoup plus chaude qui est ici. J'ai un ami qui vient du Pérou et disait que durant les années El Niño, l'eau ici est beaucoup plus chaude lorsqu'ils vont se baigner à la plage, mais ceci permet de pouvoir changer les températures ici qu'il y a au sud, qu'il y a au nord, excusez, et assurément au sud,
où il y a plus d'évaporation parce que l'eau est chaude et ça affecte les précipitations. L'autre chose, c'est que s'il y a la Niña, c'est qu'il y a des vents, les grands alizés qui sont plus grands, ça pousse l'eau chaude beaucoup plus vers l'ouest, ce qui fait qu'il y a de l'eau froide profonde qui monte à la surface. Et on se retrouve avec de l'eau beaucoup plus froide ici, ce qui fait que avec l'eau plus froide, il y a moins d'évaporation, ça veut dire qu'il y a moins de précipitations lorsqu'on se retrouve au sud, au nord ici. J'ai de la difficulté avec le nord et le sud aujourd'hui. Maintenant, lorsqu'il y a la Niña, beaucoup moins de précipitations. La Niña, il y a beaucoup plus de précipitations ici. Non. El Niño, il y a, voyons voir, c'est pas drôle d'être mêlé comme ceci. Lorsqu'il y a El Niño, il y a plus de précipitations, ça c'est vrai. Par contre, vu que ça vient en cycle, le fait qu'il y a la Niña et de l'eau plus froide, il y a ici des températures qui sont plus fraîches, moins de précipitations, et la Niña peut durer quelques années. Ça veut dire que c'est pour ça que, par exemple, on a les feux de forêt maintenant au Canada, le fait d'avoir eu moins de précipitations dans les dernières 5 ou 6 ans fait que nous avons des feux de forêt présentement, ce n'est pas seulement en Amérique du Nord, mais un peu partout sur la planète. Donc ça, c'est ce que je voulais mentionner aujourd'hui sur la partie qu'il y a un transfert d'énergie sur notre petite planète. Et ce transfert d'énergie fait que nous avons de la météo qui change autour de nous. Par contre, lorsque cette météo, ces changements arrivent à long terme, là, on se retrouve avec des changements de climat à long terme, et ça, ce n'est jamais drôle. Alors sur ce, si vous avez des questions, mettez-les dans la section commentaires, et puis ça me fera plaisir de pouvoir y répondre. J'utilise vos idées pour les vidéos futures, et sur ce, je vais vous voir aux prochaines vidéos ici, et la mienne est ici.